Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette série de vidéos consacrée à la découverte du monde du FinOps. Et dans ces deux vidéos, je suis accompagné de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Stanislas Et et qu'est-ce qu'on va voir bonjour à aujourd'hui? tous. Aujourd'hui, on voit l'anatomie d'une facture cloud. Parce que une facture cloud, c'est parfois assez détaillé. Et quand on parle de détail, ça peut être vraiment, vraiment détaillé. Parce que une facture cloud, c'est pas juste bonjour, vous nous devez tant, chiffre X, quoique même si ça peut être limité à ça, ce qui nous intéresse dans le cadre du FinOps, c'est une facture détaillée. Parce qu'une facture cloud, c'est évidemment sur une période de temps, hein, on paye sur une durée, on va lister par ressource, vraiment, euh, qui est identifiée par un identifiant unique, hein, cette ressource ayant un cycle de vie. Elle est créée, elle est utilisée, et puis elle est amenée à disparaître. L'identifiant est unique. On va voir l'ensemble, enfin, combien cette ressource est utilisée. On va connaître le coût détaillé de cette ressource sur la période. On va savoir où est-ce que cette ressource est localisée, dans quelle région, hein, en particulier sur la partie Azure, on parle de région. Est-ce qu'on est en France centrale, est-ce qu'on est en West Europe, etc. Les coûts ne vont pas être le même en fonction des régions. Et puis, on va avoir un ensemble de métadatas qui vont couvrir justement une description plus précise de cette ressource. Alors c'est intéressant parce que justement la partie metadata, dans la partie FinOps, c'est justement, on parle souvent de tags, et donc ça va permettre de savoir peut-être à quel projet appartient cette ressource, dans quel domaine fonctionnel appartient cette ressource, etc. On en parle dans une autre vidéo, hein, tout ce qui est tagging de ressources, mais voilà, les métadatas de cette ressource, c'est super important. Et donc au total, on a un coût qui est la multiplication simple entre son usage, une facture, un prix, hein, un spend, qui est donc l'égal de son usage par un coût donné. Alors c'est intéressant parce que c'est une simple multiplication, mais tout d'un coup, si on se positionne sur de l'optimisation, on va pouvoir optimiser aussi bien l'usage que le coût. Et donc si on prend réduire l'usage, et donc on va s'assurer qu'on utilise uniquement ce qui est nécessaire. Ça, c'est des actions qui vont être réalisées dans la démarche FinOps par des équipes décentralisées. Hein, dans une vidéo, on vous parle des différents personas et différents protagonistes. Hein, on en parle ici, justement, des équipes décentralisées qui vont vraiment réduire l'usage au nécessaire en fonction des engagements qu'on peut prendre avec notre client, etc. etc. Et l'autre axe d'optimisation, c'est le coût réel, donc le coût à l'heure, le coût sur un volume, etc. Et cette fois-ci, c'est l'équipe centrale, la partie FinOps Teams, qui va s'en occuper pour mettre en place justement des notions de réservation. On parle, Stanislas et moi, dans une autre vidéo, de la notion de réservation. Et c'est là, sur la partie centrale team, FinOps Team, qu'on agit. Et je crois que Stanislas, tu nous Ouais. as peut-être préparé quelque chose pour Pour mettre ça en image parce que c'est un petit peu abscon. Oh, c'est pas si abscon que ça, mais effectivement, si on se met sur un portail Azure, par exemple, là encore, on est chez Microsoft, donc on illustre avec Azure, mais ce serait la même chose chez nos amis, mais néanmoins concurrents de chez Amazon ou GCP. Si vous allez sur les services de costing de la plateforme, donc Azure Cost Management dans le cas d'Azure, quand vous allez faire votre analyse de coût, l'analyse de coût, ça consiste bien ça, à être capable d'analyser la facture et de voir combien vont coûter chacune des ressources. Et donc ici, par exemple, je descends dans ma facture et je peux effectivement savoir pour chaque élément de ma facture, comme tu l'as dit, on a un type de données, on a où est-ce qu'il est placé dans l'organisation cloud, dans quelle localisation, donc ici c'est dans quelle région Azure, et ensuite on va avoir un tarif ici dans une devise de données, ici je suis en dollars.
Et ensuite, eh ben, chacun des services en tant que tel, eh bien, on va pouvoir aller faire un drill down, hein, parce que certains services sont facturés pas avec un seul métrique, d'usage, mais avec plusieurs et ont des grilles de tarification, différentes. Donc si on prend par exemple, ici là j'ai un Workspace Log Analytics. Bah, le Workspace Log Analytics, qu'est-ce qui va être facturé à l'intérieur? Qu'est-ce qui va être compté? Bah, il va y avoir l'ingestion de la donnée, son traitement, et puis éventuellement son stockage si on fait de la rétention. Et puis ce qu'on facture également, ce sera dedans les coûts d'analyse, ce qu'on appelle les solutions. Et là, après, effectivement, derrière, on a du coup une unité de surveillance qui peut être un peu différente. Donc vous voyez qu'ici, pour un coût de 13 € par exemple sur une ressource, elle se divise derrière. Donc c'est ça, analyser la facture. Et si j'en descends un peu plus bas, là c'est encore plus intéressant parce que là on commence à voir à apparaître cette fameuse notion de tag dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, à la limite, je sais que j'ai un Loganfix Workspace qui est dans un abonnement Azure, une subscription, mais j'ai pas plus d'informations. Donc là, pour le coup, sur une ligne, il faut imaginer des dizaines de lignes comme ça, et si on n'a aucune information pour contextualiser, ben, globalement, ce serait difficile de dire qui est le propriétaire, est-ce que c'est pour de la prod, pas de la prod, etc., etc. Pourquoi c'était déployé. Donc l'intérêt après, c'est vraiment de contextualiser. Là, par exemple, ici, on voit ici que j'ai des machines virtuelles dans un cluster Kubernetes en East-US. On voit effectivement que ma facturation ici, elle se divise en deux choses. Le coût du compute, qui est la machine virtuelle, avec un coût associé derrière, et puis également de la bande passante réseau. Souvent on oublie que effectivement la bande passante réseau, elle peut être facturée aussi. Et là par contre, on voit bien ici la notion de metadata qui me permet de savoir que c'est un orchestrateur Kubernetes, qu'il est dans tel namespace, etc. Puis après, j'ai un peu plus de détails. Là encore, les interfaces sont pas toujours forcément fantastiques, et c'est pour ça qu'à la fin, vous le savez, hein, ce genre de choses se termine les analyses de factures, comme la plupart du temps, dans un outil qu'on connaît tous, qui est Excel en fait, hein. Donc on peut effectivement prendre tout ça, extraire la donnée, la récupérer en CSV ou en Excel, et ensuite, eh ben, on va regarder à quoi ça ressemble. Et ça va ressembler à des choses comme ça. Alors on a toujours un petit résumé au départ qui vous dit de quand à quand a lieu la facture, quand elle a été générée, ça, c'est important, et puis après, bah, vous avez vraiment les datas. Et c'est là où on voit une facture, on va mettre un peu de couleur là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste Excel, hein, ne m'en vouillez pas, on va faire ça comme ça sera plus propre, voilà, pour voir les colonnes. Donc là, effectivement, on a le nom des ressources. Ensuite, on va avoir ces fameux ressources ID, tu en as parlé tout à l'heure, à quoi ressemble. Donc chaque objet est unique, hein. Je peux avoir une même machine qui s'appelle VMstan, mais cette VMstan, j'ai pu en créer une le 1er février, la supprimer le 3, en recréer une le 10, l'arrêter, la détruire le 13, etc., etc. Mais ce qui va compter dans la facture, c'est non pas le nom de la ressource, mais vraiment son identifiant unique derrière. Et ensuite, on a le type de la ressource, parce que chaque ressource a chaque type a son propre facturation. Où est-ce qu'elle est localisée? Voilà. Et si on continue, là, on va avoir des informations beaucoup plus intéressantes sur effectivement la localisation de la ressource, donc la région de data center. Et ensuite, ici, on va avoir des abonnements ID et puis après les tags. Alors là, vous voyez que par exemple ici, dans cette facture-là, il y a pas très bien fait mon travail, mais il y a quand même beaucoup de ressources qui ne sont pas taguées. Et donc là, pour lire la facture, être capable de la contextualiser et de réaffecter des coûts, on se doute bien que pour toutes ces ressources-là, ça va être un peu compliqué. Et c'est pas très bien fait. Alors que là, ici, que je pense avoir, par exemple, que celle-ci, j'ai un usage démo. Donc là, déjà, je sais que ça, c'est pour de la démonstration. Mais idéalement, je devrais avoir des choses derrière qui diraient que c'est pour de la prod, pour de la démo, qui en est le propriétaire, quel est le but de cette application, etc. Là, vous voyez que j'ai un peu plus de choses ici. J'ai un créateur, j'ai des métadatas qui remontent et qui me disent, effectivement, ici, c'est moi qui l'ai créé. L'usage, c'est de faire un post Windows. Il a été fait avec quel outil, etc. Donc ça, c'est important de contextualiser. Et l'usage, c'est du backup. Oui, c'est à peu près clair. Mais du coup, là, on voit les défauts de mon abonnement. Mais vous avez compris que c'est ça qu'on doit améliorer quand on fait du FinOps. Et puis après, on a d'autres informations supplémentaires dans cette facture. Le détail du service utilisé, quel est le tiers du service, parce que chaque tiers, en fait, ne va pas avoir les mêmes prix. Et ça a une importance. Et ensuite, c'est là où on va avoir ce qui est mesuré, vraiment l'unité de mesure. Donc là, on va mesurer, par exemple, le nombre de nœuds, ici. Ici, on va mesurer un gabarit, là, une volumétrie de données, et ensuite, on a le coût qui est associé derrière, et donc le coût par unité, et ensuite le coût dans la facture tel que ça a été fait en fonction des usages derrière. Voilà.
Et vous voyez que le coût est assez détaillé. Alors, me demandez pas pourquoi on peut descendre autant. J'en ai toujours pas la raison, mais il doit y avoir Alors moi, probablement une raison. j'ai la raison maintenant, D'accord. parce que ça m'a interrogé dans ces différentes vidéos. On parle souvent effectivement d'un nombre après la virgule. Mmh. Et en fait, nos démonstrations sont faites sur nos propres certificats, enfin notre propre souscription interne Microsoft de test. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft refacture. Et donc, on est en mode CSP nous-mêmes. Et donc, les prix que vous voyez ici ne sont pas les prix publics, au Mmh. passage. C'est les prix internes entre nous parce que Voilà. Microsoft Je vais les a cacher. Je vais négocié les au sein cacher. de Microsoft. Microsoft. Mais c'est pas, y a pas Oui. de surprise. Mais en fait, après, la précision, quand on fait les multiplicateurs, etc., ça finit par changer, quoi. Ça fait Donc un petit arrondi, ça change tout dans la facture, et c'est pour ça qu'il y a une précision aussi importante. voilà. Donc, on a vu effectivement, du coup, une facture cloud, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pense. À la fin, ça finira comme souvent, comme un très, très gros fichier, Excel. Mais là encore, plus on a d'informations dans ce fichier Excel qui permettent de contextualiser chaque ligne de facturation et son usage, eh bien, plus ça va servir pour la suite, pour la partie informée, donc phase 1 du cycle du FinOps. Trouver les optimisations, ça c'est la phase 2, et puis après vraiment opérer ces optimisations en continu, ça sera la phase 3. Mais ça, ce sera l'objet, comme on dit, Franck, d'une autre vidéo. Exact. On fera ça dans une autre vidéo. Mais qui sera toujours dans Merci à cette tous. playlist. Toujours dans cette Qui est playlist. toujours dans la playlist, effectivement. Et merci à tous. À très bientôt. À bientôt.